de gauche à droite. Enfin, alors d'abord, Geneviève Chêne, directrice générale de Santé publique France. Vous avez une veste blanche, hein, Geneviève, bonjour. Voilà. Jean-Yves Blé, deuxième en partant de la droite, donc président de la Fédération Unicancer. Raphaël Reynard-Pénard, radiologue, professeur d'université, Sorbonne Université, en distanciel. Bonjour Raphaël, vous êtes avec nous? Bonjour, je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Parfait. Parfait. Je veux bien la slide. Voilà, la deuxième. Bernard Hamelin, Managing Partner chez Euresis Partner. Et donc Florence Alouche, présidente de My Pharm Advisor, professeur innovation et membre de la Communauté nationale de pharmacie. Bonjour Florence. Et Jean-François Thébault, vice-président de la Fédération française des diabétiques. Geneviève Chêne, on va commencer avec vous. Santé publique France, qu'on ne présente pas, bien entendu. Qu'est-ce que vous pensez-vous de ces entrepôts de données de santé? Comment vous souhaiteriez les utiliser? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous avez justement peut-être déjà une feuille de route sur ce à quoi ils peuvent vous servir? Alors bonjour et merci pour l'invitation. On ne présente pas Santé publique France, mais je voudrais juste rappeler que c'est une agence nationale de référence en santé publique. On intègre en France, en tous les cas, 3 grandes missions, dont une mission de surveillance, de veille, d'alerte, une autre mission de prévention, promotion de la santé et d'éducation pour la santé, une 3e mission de réponse aux urgences sanitaires avec le stock stratégique et la réserve sanitaire. Donc, d'où on a accès, par définition, toutes ces missions, évidemment, elles mobilisent des données de santé, pas seulement des données de santé, Claude l'a précisé tout à l'heure, on est très intéressé, évidemment, par tous les déterminants de santé. Et les déterminants de santé, le tabac, l'alcool, évidemment, il y en a un certain nombre qui sont individuels, mais améliorer la santé d'une population, c'est augmenter les actions de prévention, et en particulier en population. Donc on est aussi intéressé à un certain nombre de données, bien entendu hospitalières, je vais y revenir, mais par un certain nombre de données de l'environnement écologique, par exemple, et aussi un certain nombre de données sur les déterminants sociaux, qui jouent évidemment un rôle important aussi sur la santé et qui influencent la prévention. Donc, comme agence de santé publique, et agence sanitaire, on a accès, un accès pérenne, par exemple, aux données du SNDS, on a accès à un certain nombre de données hospitalières de ce fait-là. Nous, si on disait quel est évidemment, on est très favorable aux EDS, on contribue aux travaux du HDH, tout ça est évidemment extrêmement important. Si on disait quelle est la priorité pour nous, pour un EDS, il est autour de l'émergence. C'est-à-dire qu'on se rend compte en cas d'émergence qu'il y a des données auxquelles on n'a pas naturellement ou rapidement accès, qui sont des données cliniques nouvelles pour faire évoluer la définition des cas, par exemple, et pour produire les indicateurs d'évolution de l'épidémie. On n'a pas d'accès à des données radiologiques, par exemple, c'est important en cas de nouvelle infection respiratoire ou d'autres pathologies. On n'a pas accès au compte-rendu hospitalier. Il y a un point qui a été signalé tout à l'heure qui est très important, effectivement, dans les EDS. Il y a des données non nécessairement codées, qui sont des données en langage habituel, si je veux dire médical, mais qui peuvent être traitées par le traitement automatisé du langage. Ça nous intéresse beaucoup, on fait ça pour les causes de décès, mais évidemment, il y a d'autres applications. Et donc, il y a des données biologiques, bien entendu, on a accès à une partie, mais il peut y avoir d'autres données plus intéressantes. Donc nous, ce qui nous intéresse pour aller droit au point dans les EDS et les accompagner, c'est le cas d'usage, émergence, et comment, et parce que les EDS, par rapport au CNDS, qui est évidemment un outil très important, les EDS, ils peuvent être beaucoup plus réactifs en termes de collecte des données et de disponibilité des données. Donc, si je comprends bien, c'est un outil supplémentaire dans l'anticipation des risques, la précision des réponses et la rapidité la réactivité du système de santé qui peut en découler. Exactement. Donc, réactivité, effectivement, et puis accès à des données beaucoup plus larges que celles auxquelles on a accès habituellement. Ce qui vous aiderait, vous, dans votre stratégie de communication auprès du public, de pédagogie auprès du public ou des publics, d'avoir des messages beaucoup plus peut-être précis, différenciés en fonction de catégories de risque par sous-population, par exemple? Alors, en cas d'émergence,
c'est évidemment important, et vous avez signalé plusieurs catégories de personnes, c'est évidemment important, et pour nous, c'est extrêmement important de rendre publiques les données assez rapidement. On l'a vu pour le Covid, ça a été exceptionnellement rapide, mais par ailleurs, on a une plateforme de mise à disposition des indicateurs qu'on produit sur la santé. C'est 800 indicateurs aujourd'hui qu'on produit en open data. Et évidemment, ça fait partie, 800 indicateurs, et avec des niveaux et des échelons territoriaux très plus ou moins fins. Par exemple, pour les indicateurs d'incidence sur le Covid, le nombre de cas, c'est jusqu'au niveau du quartier, ce qu'on appelle l'IRIS. Donc c'est un niveau extrêmement fin. Autrement dit, pour quelqu'un, quand il est dans une communauté de population particulière, il a accès publiquement aux données qui concernent sa communauté pour un certain nombre de données de santé. C'est très important, en effet, de mieux connaître le niveau de santé dans lequel on est grâce à ces indicateurs, grâce à d'autres indicateurs. On n'est pas les producteurs exclusifs de ces données, mais effectivement, ça fait partie de notre stratégie. Et notre stratégie aussi d'informer les personnes pour connaître le risque dans lequel elles sont là où elles vivent, et aussi, bien entendu, pour permettre de répondre par des actions de prévention, de promotion de la santé qui sont basées sur des données scientifiques. Complètement. Et la notion aussi de réutilisation des données dans le cadre de recherche, travaux de recherche, est-ce que ça vous intéresse aussi? Est-ce que vous avez vocation à les utiliser? Alors, on a beaucoup de liens, on a accès à beaucoup de données de cohorte, de registres, puisque par définition, on les anime et on les finance en partie avec l'INSERM et puis avec l'INCa. Donc, on a vocation à avoir et à renforcer encore nos liens avec la recherche, bien entendu. On n'a pas une mission de recherche en propre, et par contre, énormément de liens avec les réseaux de recherche. Et évidemment, vocation à poser des questions aussi qui nous intéressent, sachant que pour nous, les données de surveillance, elles doivent avoir une finalité. Donc pour nous, c'est la recherche qui a une finalité qui est importante, et le lien avec les équipes qui produisent cette recherche très opérationnelle et concrète qui permet soit d'appuyer la décision publique, soit évidemment de mettre en œuvre des interventions qui vont permettre le sevrage tabagique, la réduction du risque lié à l'alcool, etc., etc. C'est-à-dire des facteurs de risque qui peuvent être modifiés et qui vont améliorer la santé à l'échelon d'une population. Merci beaucoup, Geneviève. Jean-Yves, vous êtes donc président d'Unicancer, qui regroupe les centres de lutte contre le cancer. On va aborder avec vous l'intérêt de données massives pour la prise en charge de l'oncologie. Quel type de données, quel regroupement, quelle massivité de données vous attendez éventuellement ou pas d'ailleurs de ces entrepôts de données de santé, et comment est-ce que ça pourrait aider, accélérer, affiner, anticiper encore davantage, peut-être améliorer les prises en charge des traitements de façon plus précoce, je ne sais pas, j'imagine, des pistes. Comment vous voyez justement ces recours demain grâce à ces EDS? Deux questions en fait. La première, voilà, c'est quelles données et puis quoi en faire. Exactement. Quelles données? Alors le médecin, le chercheur et le directeur d'hôpital que je suis va tout de suite répondre toutes les données. Les extraits du dossier patient électronique, tous les détails de ce qui est produit à l'extérieur, les images scannérisées. On a vu au congrès de l'ESMO qui se tient à quelques centaines de mètres d'ici il y a quelques jours que ces données numérisées étaient une source probablement très importante d'informations sur le suivi à long terme des patients. Et donc c'est une approche effectivement de données assez massives qu'on doit extraire des dossiers électroniques, mais pas que, comme on vient de le dire, qui doit être à notre disposition, avec évidemment des données longitudinales et du suivi, parce que si on parle maintenant des objectifs que nous pouvons avoir, à mon avis, ils sont à la fois du domaine du soin et du suivi, du domaine de comment faire mieux, c'est-à-dire de rentrer dans la recherche. C'est-à-dire tout un continuum qui n'est pas si blanc-noir que ça entre le suivi et la recherche, et comment on intègre ces différentes points. Notamment en oncologie. Notamment en oncologie, puisque par définition, on est très largement perfectible au quotidien. Peut-être le suivi déjà des patients, quelles sont les performances des établissements, quelles sont les performances des équipes soignantes, quelles sont les performances des stratégies, notamment des nouvelles stratégies sur le devenir du patient sur le court, moyen et long terme. C'est une question qui devient vraiment saillante à un moment où on a pu prouver avec le Health Data Hub en particulier sur un certain nombre
de travaux que le type de prise en charge, le niveau de prise en charge, le lieu de prise en charge et ces aspects qualitatifs sont probablement, pour un certain nombre de maladies, notamment des cancers rares, mais pas que, un élément majeur du pronostic vital sur le long terme. Toujours dans le suivi, on est à un moment du plan cancer, de la stratégie décennale cancer, où on se préoccupe beaucoup du dépistage et de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Les patients atteints de cancer qui sont réputés guéris doivent être suivis. On sait mal prédire les effets secondaires sur le long terme qui leur arrivent. On sait que c'est une population particulièrement à risque sur un certain nombre de choses, toutes choses qui doivent pouvoir être analysées à partir non seulement des données des dossiers électroniques, mais également des données périmétriques autour de la vie générale du patient. Je vais donner juste un exemple d'une analyse qui nous a beaucoup surpris, à la fois par sa simplicité, mais en analysant une quarantaine de milliers de dossiers patients électroniques de l'établissement dans lequel je travaille, où on s'est rendu compte que quelque chose de très simple, qui est la présence, au moment où le patient déclare à son entrée ou non une adresse électronique, cette adresse électronique est un facteur pronostic indépendant pour la survie et effaçant beaucoup d'autres facteurs pronostiques, indépendant de l'âge, de la situation sociale, etc. C'est un facteur pronostic très délétère de ne pas déclarer, sur à peu près un tiers des patients, de ne pas déclarer une adresse électronique lorsqu'on rentre à l'hôpital. Ah oui, c'était vraiment des détails qui ont l'air de rien, mais... Ça a l'air de rien, mais c'est nettement plus important que le performance status ou même le poids. Et c'est quand même des choses qui ne sont pas si triviales que cela. Maintenant, l'enjeu clé, c'est la recherche. C'est comme les anglo-saxons aiment à les appeler, les unknowns, qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Et là-dessus, je pense que les EDS sont probablement une source d'inspiration assez importante pour les années à venir, pour nous permettre de découvrir des choses que l'on a. On vient de voir, là encore, au congrès de l'ESMO, il y a quelques centaines de mètres, une information intéressante, très élégamment démontrée, mais qui fait un lien mécanistique entre la pollution et certaines formes de cancer du poumon, avec une augmentation du risque. Tout ça a été soigneusement conduit. C'est vraiment des équipes très multidisciplinaires, mais à utiliser des bases de données massives pour aboutir à des liens à la fois épidémiologiques et mécanistiques, qui nous permettent d'ailleurs, puisque c'est une preuve intéressante sur un modèle, mais d'anticiper qu'il va falloir décliner pour tous les cancers pour lesquels on n'a pas d'étiologie évidente exactement le même type de stratégie. Et là encore, besoin de EDS. Ça serait très long de continuer, mais voilà. D'accord. Alors, je sais que vous avez un sujet de préoccupation, comme beaucoup de vos confrères, hein, qui sont les problématiques d'inégalité de traitement et de prise en charge en fonction des territoires, des centres, etc. etc. Est-ce que justement la massification, l'ouverture, le partage, l'intercommunication entre ces EDS et puis d'autres cohortes, etc., etc., est-ce que ça peut être un facteur de réduction des inégalités de prise en charge ? Oui, parce que le fait de mesurer et de regarder un objet, d'identifier le problème est une première étape pour le résoudre. Alors je pense qu'effectivement c'est un des éléments. Alors l'exemple que je citais il y a quelques instants montre que si on n'a pas la connexion ou le lien électronique, si on n'a pas l'info, c'est déjà une info. Et je pense que c'est un des moyens. On l'a vu je fais partie de ceux qui ont construit des grandes bases de données. On gère une base de données de 100 000 cancers rares, qui est assez unique au monde d'ailleurs, qui nous a permis très vite de voir que l'endroit où on était traité était un facteur pronostic essentiel. Donc le savoir, ça permet de le corriger. Et quand on regarde 10 ans après et qu'on l'a un peu corrigé, la survie globale de la population française exhaustive porteuse de cette maladie a augmenté. Tu as des éléments qui permettent de corriger les inégalités. C'est un travail très considérable. Le problème, c'est les organisations en aval dans la délivrance des soins, quand même. Parce que partager l'info, c'est bien, mais s'il n'y a pas les ressources locales... Et tout court. Les ressources tout court. Oui, bien sûr. Ouais. Et alors, justement, une dernière question. Est-ce que vous, dans les centres de lutte contre le cancer, vous avez les compétences? Est-ce qu'il va falloir des nouveaux métiers, par exemple, pour ces détectives des unknown announcers demain? Est-ce que justement, parce que bon, vous êtes quand même très occupé, hein, donc c'est encore un nouveau champ d'investigation. Oui, on est super occupé. Ouais. Mais c'est une très bonne question, évidemment. Oui, il y a besoin d'énormément d'expertise. Il y a besoin de deux types d'expertise, je pense. D'une part, mais ça, on l'a déjà, je pense, des jeunes praticiens ou soignants acculturés à ces nouveaux outils.
Il y a une appétence, ils savent fonctionner et on a besoin de beaucoup de ces médecins / soignants et on a besoin de les connecter avec des data scientists et des gens qui savent faire ce genre de choses parce qu'effectivement on a, comme d'habitude, c'est la même chose que la biologie dans les années 80, il faut qu'il y ait les gens qui acquièrent la double culture, il faut qu'il y ait les expertises de chaque côté des gens qui ont la double culture pour pouvoir lancer quelque chose qui soit significatif. Ouais, on recrute beaucoup, ouais. Bon, avis aux amateurs. Merci Jean-Yves. Raphaël Renard-Pénat, je me tourne vers vous. Oui, je vous vois sur l'écran. On va évoquer avec vous, et pour poursuivre sur ce que disait Jean-Yves, la question des cas d'usage pour les professionnels de santé que peuvent apporter ces entrepôts de données de santé. Comment vous les identifiez-vous dans votre spécialité par rapport à vos travaux à la fois de cliniciens, de cliniciennes et peut-être de recherche? Qu'est-ce que vous pourrez faire demain en termes de cas d'usage avec ces données entreposées? Bonjour à tous. Donc, je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir être avec vous, mais je vous vois très bien. J'espère que vous m'entendez correctement. Tout à fait. Alors, ces cas d'usage, on a déjà commencé finalement à travailler grâce à l'entrepôt de données de santé. Donc, effectivement, moi, j'ai la chance d'être clinicienne, enseignante et chercheur. Donc, j'ai un peu les trois casquettes. Et on va dire que l'entrepôt de données de santé a un rôle qui est extrêmement important à la fois pour le soin, pour la clinique, pour accéder à l'ensemble des données patients, au parcours patient. Et dans mon cas qui suis imageur, on a toujours besoin d'informations cliniques, biologiques, génétiques, et de toutes ces données qui sont maintenant dans ces entrepôts et qui nous permettent d'avancer de façon très importante dans la pertinence de la prise en charge des patients. Donc, sur le plan clinique, concrètement, c'est très important pour nous d'avoir accès très facilement à l'ensemble des données d'un patient. Sur le plan de la recherche, alors ça a changé beaucoup de choses. Au sein d'un entrepôt de données de santé, on peut effectivement, quand on est chercheur, se dire je vais avoir les moyens de répondre à une question que je me pose. On a vu par exemple la question de l'imagerie, on vient de l'évoquer sur la place de l'imagerie, notamment en oncologie, mais pas que. On a vu avec le Covid par exemple, mais en oncologie, l'imagerie, elle est maintenant prépondérante pour le dépistage, la détection, le monitoring, l'évaluation des traitements, des éléments prédictifs sur l'évolution de la maladie. Si on veut répondre à une question en pratique, il faut pouvoir avoir à disposition des données, mais pas que les données d'un centre. En fait, pour pouvoir avancer, il faut pouvoir pooler des données de plusieurs structures. Il faut pouvoir les héberger, il faut pouvoir les structurer, il faut pouvoir les travailler, il faut pouvoir les mettre en commun avec d'autres données et faire des appariements avec des données cliniques, biologiques, histologiques. Et ça, c'est vraiment le propre de l'entrepôt. Et c'est à l'heure actuelle, d'ailleurs, j'ai plusieurs projets qui sont dans des entrepôts de données qui me permettent de pooler des données d'imagerie qui ne sont pas que d'un seul centre, donc qui sont multicentriques, avec des expertises différentes. Ça, c'est très important, des constructeurs différents, donc des données extrêmement variables, hétérogènes, et qui vont être structurées, qui vont être pseudonymisées par les équipes informatiques des entrepôts de données de santé qui ont une expertise particulière en imagerie médicale et qui vont nous mettre à disposition ces données. Et surtout, ces plateformes vont nous permettre d'interagir extrêmement facilement et de façon fluide avec nos collègues de recherche, de nos partenaires de recherche, de l'INRIA, du CNRS. Donc, en fait, c'est des plateformes qui nous permettent d'avoir aussi avec l'industrie, d'ailleurs, des espèces de trios de recherche vertueux pour travailler la donnée et développer, par exemple, ce qui nous intéresse beaucoup tous actuellement, des solutions d'intelligence artificielle, des algorithmes pour avancer justement dans des détections automatiques. Donc, de façon très concrète, ces entrepôts aussi nous permettent de travailler de façon beaucoup plus facile les données dans des conditions sécurisées et éthiques pour le patient, parce que ça, c'est très important. C'est des structures aussi qui nous aident justement à traiter la donnée avec toute la sécurité de l'accès aux données. Ce qu'on ne fait pas forcément quand on le fait tout seul dans un centre. On n'a pas cette expertise-là, donc toutes les autorisations de la CNIL, etc., sont beaucoup plus facilement obtenues.
et de travailler la donnée avec nos collègues. Ça, c'est très important parce que quand on est chercheur, on travaille avec les cliniciens, avec nos collègues experts cliniciens, mais de plus en plus avec nos partenaires de recherche qui sont à l'extérieur des entrepôts de données de santé. Donc, c'est des espaces projets qui sont extrêmement importants et qui nous permettent vraiment de façon exponentielle de développer des projets de recherche extrêmement contributifs. Est-ce que les efforts et le temps que vous consacrez à donc, l'exploitation, la lecture, l'interprétation de ces données, est-ce que c'est vraiment reconnu, valorisé dans le modèle de valeur de votre profession? On évoquait tout à l'heure les problèmes de tarification et de nomenclature. Est-ce que ce n'est pas un peu un frein à l'embarquement des professionnels de santé? Bon, les radiologues sont assez en avance sur ces sujets, mais quand même, ça prend du temps, tout ça. Ça prend du temps, mais bon, ça fait partie de notre métier. On est des enseignants-chercheurs, donc c'est pas sur ce côté-là, je pense qu'il est important de... En fait, le problème, c'est que ces projets-là sont des projets qui ont un coût certain, pas pour nous, mais pour pouvoir bien structurer la donnée, il faut des informaticiens qui soient disponibles, il faut des techniciens de recherche qui permettent de bien rentrer les données dans des... On parlait des ICRF, par exemple, tout à l'heure, qui sont... finalement des comptes rendus un peu virtuels, mais il faut rentrer les données dans ces comptes rendus virtuels. Donc, il faut de l'argent pour les techniciens de recherche clinique, il faut de l'argent pour des informaticiens qui vont nous mettre à disposition les données d'ICOM, les pseudonymiser, les anonymiser. Donc, un beau projet de recherche pour qu'il avance, c'est pas tellement... Alors, quand on est enseignant-chercheur, on ne cherche pas du tout, c'est pas pour nous, mais par exemple, on a besoin parfois de petites mains pour segmenter, contourer des lésions pour des radiologues qui ne sont pas des chercheurs et qui vont faire ça vraiment pour des projets spécifiques et qu'il faut pouvoir rémunérer, il faut pouvoir accélérer la mise à disposition des données et ça, c'est des moyens informatiques. Donc, c'est plutôt l'ensemble en fait, des partenaires, effectivement, qui nécessitent un coût et on ne peut pas se lancer dans un projet de recherche comme ça sans avoir... sans essayer de répondre à un appel à projet, sans essayer d'avoir des dons de l'extérieur. Et c'est notre job, en fait, d'essayer de trouver des sous pour avancer. Donc, c'est collecter des dons, c'est répondre à des appels à projet. Et sinon, c'est absolument impossible d'avancer et d'avoir des projets de recherche qui tiennent la route. Ouais. On évoquait par ailleurs la difficulté tout à l'heure à contractualiser pour les équipes hospitalières avec des industriels. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est des choses que vous rencontrez aujourd'hui? Les partenariats publics-privés, ça reste à améliorer. Est-ce que c'est un obstacle à contourner aujourd'hui? Je trouve que ça se fait de mieux en mieux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'appels à projets qui sont des appels à projets tripartis, qui sont déjà annoncés comme des appels à projets mettant en collaboration des chercheurs, des industriels, des médecins. Donc, non, de mon côté, je ne vois pas de frein pour ça. Au contraire, on a de plus en plus de sollicitations. Après, il y a le problème de la contractualisation avec tout le versant administratif qui est parfois difficile, qui prend beaucoup de temps. Et on a beaucoup de freins sur le timing, c'est-à-dire qu'entre le moment où un projet va être validé et le moment où le projet va commencer, ça peut prendre 2 ans. 2 ans à l'échelle de la recherche, c'est 2 ans de perdu. Donc, c'est-à-dire qu'on a des très bonnes relations avec les industriels, mais pour avancer sur la réglementation, les problèmes d'autorisation, d'accès, de traitement de données, des espaces projets, ça peut prendre parfois entre 12 mois et 24 mois avant qu'on puisse inclure le premier patient. Et ça, c'est terrible. Merci Raphaël. Bernard Hamelin, vous êtes managing partner chez Euresis Partners, mais vous êtes aussi l'ancien directeur médical de Sanofi. Alors avec vous, on va aborder la question de ces éventuels partenariats avec les industriels. Alors, selon vous, je suppose qu'ils sont intéressés. Pour faire quoi? Dans quel but? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Et en quoi c'est une opportunité, Bernard? Merci d'abord de l'invitation. Bon, il est clair que la donnée de santé est un sujet extrêmement important pour les industriels, un sujet qui croît dans les investissements, qui croît également dans les structurations des organisations. Et c'est un sujet qui amène à prendre des décisions beaucoup plus vite et de manière différente de ce que l'on faisait antérieurement. Alors la donnée de santé, pour l'industriel, c'est des données structurées, des données non structurées, c'est des données qui sont incluses dans des essais cliniques, mais c'est également des données observationnelles, des données qui sont soit générées dans des entrepôts de santé, qui sont importantes,
mais également des données générées par les patients. Et les données générées par les patients en volume vont représenter dans le futur un volume beaucoup plus important que les données des entrepôts de santé. Un médecin a très peu de temps pour voir un patient. Par contre, il est capable de demander au patient, au travers d'applications, de devices, de mesurer toute une série de paramètres qui vont devenir extrêmement importants dans la prise de décision. Ce qui est important de retenir pour l'industriel, c'est que c'est la connexion au niveau du patient de l'ensemble de ces données qui est centrale. On l'a précisé tout à l'heure, c'est la capacité qu'ont les systèmes de communiquer. Et je mets en avant ici la plateforme du HDH, qui est pour moi un exemple extrêmement important que peu de pays ont actuellement à leur disposition. Des données qui viennent des systèmes administratifs, des données des EDS, des données générées par les patients et des données générées par les industriels. Et c'est la combinaison de l'ensemble de ces données qui permettra de faire des avancées qui seront importantes à la fois pour le soin comme pour la recherche. Alors, les usages. L'usage des données de santé explose actuellement de ces nouvelles formes de données de santé. Je ne parle pas des données classiques, que ce soit dans le domaine de la recherche, parce qu'il y a l'analyse de besoins est considérablement facilitée. L'histoire du Covid a montré un parfait exemple de la vitesse à laquelle on utilise ces données pour adapter la génération de nouveaux vaccins aux nouveaux variants et permettre de répondre beaucoup plus vite aux attentes des praticiens et des autorités de santé. Que ce soit au niveau du développement clinique, c'est-à-dire l'essai clinique classique, il a des biais, il se fait souvent dans un centre spécialisé, ce n'est pas forcément une population représentative de la population générale intéressée. Les EDS sont capables de modifier ces critères d'inclusion et d'exclusion, peut permettre de valider les critères d'évaluation, permet également de modifier les critères que l'on a pour des combinaisons, etc. Alors, il y a plusieurs exemples en cours dans ce domaine. Et puis, il y a l'accès au marché. Le problème est qu'on a de plus en plus de médicaments qui sont très innovants, qui arrivent avec relativement peu de données pour mesurer le bénéfice-risque. Et donc, le suivi post-AMM ne peut plus se faire dans un essai clinique, mais nécessite quand même des éléments comparateurs important avec une vraie méthodologie permettant de mesurer le bénéfice et le risque en vie réelle. Enfin, la pharmacovigilance, ça c'est un sujet qui est connu depuis plus longtemps, et l'utilisation de ces bases de données. Donc, on voit que se développe dans toutes les spécialités de l'industriel l'utilisation de ces données en vie réelle pour pouvoir répondre mieux et plus rapidement aux questions qu'on lui pose. Donc c'est la mutation du modèle économique de ces produits innovants qui est concernée, et notamment, je suppose, la multiplication de ces fameux contrats de performance où on va pouvoir éventuellement adapter plus rapidement la valeur d'un produit en fonction de ce qu'on constate grâce à une puissance beaucoup plus réactive et un niveau de précision beaucoup plus important sur l'efficience réelle de ces produits. Oui, alors la mesure de l'efficacité en vie réelle est compliquée à cause des biais que l'on a dans les bases. Mais certainement, elle va contribuer à améliorer la valeur ajoutée que ce produit a par rapport aux produits existants. Donc ça va rentrer en ligne de compte. Est-ce que c'est contractualisé au niveau du prix? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un paramètre qui va être de plus en plus important dans le suivi AMM. Juste un mot sur... Je reviens sur ma question tout à l'heure de l'Europe. La France est un grand pays avec une richesse de ses bases qui est tout à fait extraordinaire, en particulier en profondeur de nombre de données. On a des bases très riches dans le nord de l'Europe, mais avec des populations beaucoup plus étroites. Par contre, pourquoi on a moins de recherche clinique relativement à la population que l'on a dans d'autres pays, en Angleterre, en Hollande, dans les pays scandinaves, en Europe, et je ne parle pas des États-Unis ici. C'est essentiellement lié à la complexité qu'il y a à conduire cette recherche. Et on a vraiment l'opportunité, avec des outils comme le HDH, comme les entrepôts de données de santé, de nouveau d'accélérer la performance de nos capacités de répondre aux attentes des industriels du monde entier, et pas uniquement français, pour pouvoir conduire une recherche de qualité. Donc c'est un levier de compétitivité pour que la France reprenne un meilleur rang en recherche clinique, par exemple, au niveau européen. Majeur. Parce qu'on est quatrième, mais on est peut-être montré à la troisième place avec le Covid, non, si je on représente moins de 5% des essais cliniques dans le monde. Hein. Ouais. Donc on n'est pas encore très très loin. D'accord. Merci Bernard. On reviendra peut-être vers vous, si vous voulez bien, tout à l'heure. Florence Alou, je suis désolé, j'ai fourché sur le nom de votre entreprise tout à l'heure, c'est Mirpharm Advisor, on est d'accord? J'en suis désolé.
Florence, vous avez une expertise et un savoir-faire ancien sur ces questions d'entrepôt de données de santé, puisque vous avez contribué à l'élaboration de l'EDS de la PHP. Oui, tout au démarrage. Exactement. De ce que vous venez d'entendre, de ce que la façon dont vous voyez se dérouler cet appel à projet, des intentions qui sont affichées aujourd'hui, des modalités qui sont mises en œuvre, comment vous voyez évoluer les choses, notamment dans un contexte de compétitivité croissante sur la massification des données, sur leur intégration à la fois dans l'amélioration des pratiques, mais également de la recherche. Est-ce qu'on est bien parti selon vous ? Moi, je regarde toujours avec attention tous les sujets de valorisation. Alors, on a parlé beaucoup de l'innovation vraiment, j'ai regardé avec attention les travaux du CSIS et le plan Innovation Santé 2030 parce que je trouve qu'on va dans le bon sens et surtout qu'on a abordé les 3 sujets principaux que sont, et je vais prendre en dernier la santé digitale, la bioproduction, les maladies émergentes et la santé digitale. Mais la santé digitale, c'est quoi ? En fait, est-ce que c'est développer des nouvelles applications, qui vont avoir un business model compliqué, ou est-ce que c'est vraiment la santé digitale, mais dans le sens digital, moi j'entends donner quelque chose qui n'est pas un cahier d'observation, comme le disait Florence, qui est un ICRF, quelque chose qui peut être interopérable, quelque chose qui est au-delà des institutions. Et on parlait beaucoup d'EDS dans des organismes publics. On fait quoi avec les centres de lutte contre le cancer privés, avec les hôpitaux, les cliniques privées qui se développent, qui accueillent aussi des patients, qui ont des données de santé aussi structurées, qui, pour certains, sont entrés dans des projets de recherche clinique aussi. Et du coup, comment on parle de tout ça ? Alors, évidemment, la plateforme du Hub Data Health, c'est vers là qu'il faut aller. Mais je me dis, depuis 15 ans, puisqu'on avait commencé à réfléchir aux données de santé, je me souviens, j'avais fait un slideshow à l'époque, c'était avec les transparents, et on disait l'or noir, les données, tout ça, c'était la mode. Bon, on est toujours là. Et on se pose encore les mêmes questions de la tarification. Alors ça me perturbe un peu parce qu'à l'époque, on avait un PHRC qui était très puissant, qui est un tout petit peu moins aujourd'hui en termes de volume, et on faisait déjà des partenariats avec les industriels sur les données. Moi, j'ai fait des contrats d'accès à des données, pas de vente de données, mais d'accès à des données parce que l'hôpital public était promoteur d'un essai clinique, les données étaient extrêmement intéressantes. Il se trouve que le promoteur, c'était l'hôpital et pas l'industriel, et que l'industriel, éventuellement, pourrait avoir besoin de ces données. Et on faisait déjà des contrats de cession de données. On n'avait pas de question de prix, on n'avait pas de question de valeur, on savait combien ça coûtait. Et on savait aussi que sur des maladies rares, les données sont plus chères parce qu'elles sont aussi rares comme la maladie. Alors donc moi j'ai eu 2 casquettes. Cette casquette-là où je me dis 15 ans après, on est encore en train de se poser la question et on a parlé des CRB. Oui, ça a mis combien de temps pour faire un tarif ? Enfin, je sais qu'il y a des projets qui ont été abandonnés parce qu'on n'arrivait surtout pas à sortir une grille. Mais ce n'était pas une question technique, c'était une question idéologique. Donc je m'excuse de mettre les pieds dans le plat, mais il y a une question idéologique. Est-ce qu'on veut collaborer avec les industriels, oui ou non ? Est-ce qu'on veut mettre un prix affiché ? Et ça, la question, évidemment, elle se pose pour les grands groupes, mais elle est cruciale pour les startups. Et là, je prends ma 2e casquette, c'est que moi, j'ai fondé une startup de biotech. On a développé un médicament de thérapie génique qui se développe, qui va entrer en phase clinique, et on est super content. Mais quand vous avez une maladie qui touche 20 000 patients en France, vous avez besoin de données rétrospectives, vous avez besoin de l'histoire de la famille, des germains, etc. Et vous avez besoin d'avoir toute l'histoire de la maladie. Et donc, on va où ? On est bien obligé en tant que start-up d'avancer avec un cadre réglementaire et surtout un écosystème favorable. Et là, on a un peu d'hostilité. Je m'excuse de dire ça aussi directement, pardon de mon langage direct, mais quand on compare à ce qui se passe dans les autres pays, et je prenais l'exemple de Madison Cancer Institute qui, il y a 20 ans, faisait déjà des partenariats industriels sur des systèmes d'information, et la Cleveland Clinic en réseau, et c'est des structures privées. Harvard Medical School, Johns Hopkins, j'ai la liste est longue à Boston aussi de centres hospitaliers qui ont donné depuis longtemps accès à des startups pour qu'elles soient les premières. Donc si je reprends la boucle du démarrage, le plan Innovation Santé, c'est aussi pour permettre de développer des startups, et on est ici dans le sanctuaire. Le sanctuaire, des startups de santé connectée, digitale, etc. Il faut leur donner les moyens d'être au moins les meilleurs en France, mais surtout en Europe, et puis surtout à l'international. On n'ira pas lever de fonds sinon. Vous appelez à désentraver le modèle économique de ces EDS et de
l'économie Absolument. globale de la donnée de santé. Absolument. Moi, je pense que Ouais. le hub doit permettre justement de déverrouiller les idéologies C'est ça. là-dessus et de travailler ensemble. Parce que l'enjeu, c'est de gagner à l'international. Je veux dire, on va réfléchir combien de temps sur la façon de faire. C'est ça. Et c'est quand les autres ouais. nous seront passés devant, avec Voilà. des données, ils iront en quick and dirty. Eh oui, et bien nous, sûr. on sera attentifs à être bien droit et bien structuré, mais on sera derrière. Voilà. Ouais. Donc, Juste penser à Israël bien qui sûr. a Eh oui. su dealer avec Moderna et Pfizer parce qu'ils avaient un accès à leurs data, pourtant sur 4 systèmes de santé différents, mais on a pu appuyer sur un bouton. Donc, complètement. enfin voilà, c'est dommage de passer derrière. Et finalement, dans cette crise, et là, je prends ma casquette de membre de l'Académie de pharmacie, on a été la pharmacie du monde. Eh oui. On a fabriqué pour tout le monde. Quand les États-Unis fermaient leurs frontières pour leurs préférences nationales, eh ben, nous, on a fabriqué pour tout le monde. Donc finalement, il ne faut pas qu'on soit non plus ceux qui fabriquent, mais il faut qu'on soit aussi ceux qui innovent en premier. Voilà. D'accord. Et tout ça est compatible le avec direct. le respect d'un cadre éthique. Mais oui, juridique, justement, on a besoin de la CNIL Ouais. pour fixer des règles, on a besoin du législateur pour encadrer tout ça, mais à un moment, idéologiquement, il faut se dire, allez, on y va. Voilà. Merci Florence. Je suis désolé, on est obligé d'accélérer un tout petit peu, mais pas du tout avec toi, Jean-François. On va pas du tout accélérer avec toi, mais tu as l'immense avantage de passer en dernier, mais la difficulté de nous apporter peut-être ton rapport d'étonnement, ton rapport d'analyse, et puis surtout comment, vu d'une association de patients comme la Fédération française des diabétiques, on perçoit tous les enjeux autour de la donnée de santé, de l'anthroposition de ces données de santé au sein d'hôpitaux, et où est-ce que les patients veulent entendre qu'on aille avec tout cela. Merci beaucoup de donner ce rôle de l'usager de service. Donc moi, je rabaisse le débat et je suis grognon par rapport à tout ce qui a été dit, voire même parfois désagréable. Donc il ne faut pas m'en vouloir, mais je suis dans mon rôle. Bon. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de bénéfices pour le patient. J'ai entendu parler de beaucoup de bénéfices financiers, de bénéfices pour l'établissement hospitalier, de bénéfices pour les chercheurs. Et alors là, il y a une différence, parce que publication, ça ne veut pas dire bénéfice pour le patient. Je ne vais pas avoir, mais si je vais le faire quand même, l'audace de rappeler qu'un des grands IHU du sud de la France avait des publications gigantesques, finalement qu'elles n'ont pas servi à grand-chose. Et donc le coût des points SIGAPS, c'est bien peut-être, mais il faudrait qu'il y ait une modération de ces points SIGAPS en fonction de l'utilité pour le patient et pas tant en fonction de la qualité de la revue dans laquelle ça se passe, parce qu'il peut y avoir des études extrêmement intéressantes dans des toutes petites revues et qui sont, vu de l'intérêt du patient, quelque chose d'extrêmement important. Alors, les données de santé pour la Fédération française des diabétiques, que je représente, mais c'est aussi un travail de France Asso Santé, sur Dauphin était là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'il y a 7 ans, on a créé le Diabète Lab. Le Diabète Lab, c'est un Live Lab et qui est là pour faire des études, alors pas des études scientifiques, mais des études sociologiques, mais même si la sociologie est une science humaine et sociale, sur la qualité de vie et l'expérience patient et la manière dont les patients, personnes atteintes de diabète, peuvent ressentir, vivre leur diabète, ou beaucoup d'études industrielles sur les dispositifs, parce que nous, diabétiques, nous avons une relation passionnelle avec les dispositifs. Ça s'implante, on se pique, etc. Donc la forme de l'aiguille, tout ça, ça paraît complètement accessoire, mais dans la vie courante, c'est très important. En 7 ans, on a fait plus d'une centaine d'études. Et aujourd'hui, hier, on avait notre séminaire de rentrée. L'objectif aujourd'hui est justement de créer un entrepôt de données de santé, un registre sur le diabète de type 2, et notamment la qualité de vie des diabétiques de type 2 et les prises en charge des médicaments, parce qu'il en existe un, qui est le SFDT1, sur le diabète de type 1, et qui participe, et qui sera peut-être un entrepôt de données plus tard. Donc, on est sensibilisé sur ce sujet, avec un problème, bien sûr, financement, vous l'avez dit, combien ça coûte. Pour une association, on attend avec impatience qu'il y ait un appel à projet pour pouvoir financer notre entrepôt de données de santé. On va voir comment on va pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce qu'on en attend ? De l'amélioration des soins, de la qualité des soins, de la sécurité des patients, de la recherche, bien sûr, mais des recherches qui servent aux patients, l'amélioration de la qualité de vie, parce que trop souvent on oublie ce facteur qualité de vie. Il peut y avoir de grandes innovations qui sont toutes petites en fait, mais qui améliorent considérablement la qualité de vie. On attend
du big data, quand on les regroupe, que vous pouviez sortir des choses nouvelles qui n'étaient pas perçues avant, passer en rentabilité. Et puis on attend quelque chose de très important, qui est aussi l'émergence de signaux faibles, d'effets de médicaments ou de thérapeutiques, comme ce que vous avez cité tout à l'heure. On est aussi à la FFD à un point qui nous préoccupe complètement, auquel vous avez fait allusion, Madame Chen et vous-même tout à l'heure, sur les déterminants de santé. Alors, l'adresse email, c'est simplement un marqueur de niveau de vie. Voilà. Mais ça, on en a vu, le diabète, plus l'indice de pauvreté de la commune est élevé, plus il y a de diabétiques, plus il y a de cancer, plus il y a de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est des choses extrêmement importantes. Et donc, on aimerait que ces entrepôts de santé ne soient pas sélectionnés, comme dans les études, sur des patients idéaux qui vont répondre à tous les critères, mais que ça descende en profondeur vers cette notion d'inégalité sociale et s'intéresser un peu plus dans les traitements, dans les prises en charge, à toute cette frange de la population qui n'a pas les soins comme ceux qu'on a adresse email, pour faire simple. C'est très déterminant, l'adresse email. On a d'autres critères, mais l'adresse email, c'est extrêmement déterminant. On vient de faire une étude, alors ça c'est côté grognon, on a déposé une étude au HDH sur le SNDS, qui est l'étude des diabétiques, accès des diabétiques pendant l'année 2020, recours à la téléconsultation, justement pour identifier ces déterminants et voir qui y a recours et qui n'y a pas recours. On n'a toujours pas signé la convention avec la CLMA. Ça fait 12 mois que le projet est passé au CESRES, que l'acceptation, pour une fois, ce n'est pas la CNIL qui retarde, que c'est passé à la CNIL. Ça fait 12 mois que tout est terminé, on attend la signature de la convention avec la CNAM. Et autre temps, on a vu que vous aviez publié au HDH, je crois que c'est le DHDH, l'usage a été émis en 2021. Nous, on était sur 2000. Donc, vous voyez, il y a des freins, il y a des lenteurs qui sont extrêmement importantes et qui sont importantes et qu'il faut absolument soulever. Le problème du financement de ces études. Là, on est sur un appel d'offres pour l'hôpital. L'immense majorité des patients, ils sont en ville, ils ne sont pas à l'hôpital. Donc, on attend avec impatience qu'il puisse y avoir des recherches cliniques ambulatoires sur toutes ces maladies chroniques qui ne vont pas à l'hôpital. Le diabète en est une manière. L'insuffisance cardiaque, dont vous avez parlé tout à l'heure, quand on a une insuffisance cardiaque, qu'on va à l'hôpital, on a 50% de chances de mourir dans les 5 ans qui suivent. Donc, c'est peut-être la phase terminale. On aimerait beaucoup, et quelqu'un tout à l'heure avait dit, il faudrait qu'il y ait les données, je crois que c'est M. Gissot qui a dit ça tout à l'heure, des données de facteurs de risque dans les bases de données. C'est une de nos demandes, que l'historique du remboursement, le système d'assurance maladie, qui est extrêmement riche, mais ça, il n'y a pas ces notions-là. On ne sait même pas si le patient fume ou pas, sauf si on lui a donné des nicopatchs remboursés, et là, on sait qu'il a fumé. Mais voilà, c'est ça, il manque que ça, cette base de données, pour être formidable. Et puis, dans les attentes et la liste de courses, on a beaucoup parlé du consentement du patient. Malheureusement, force est de constater que les consentements, les patients, ils ne savent pas ce qu'ils signent. On a fait une étude sur la télésurveillance. 9 patients sur 10 ne savaient même pas qu'ils étaient dans un programme de télésurveillance sur le diabète, alors qu'ils avaient signé le consentement. Ils ont découvert qu'ils étaient télésurveillés et que c'était un programme de télésurveillance parce qu'on a fait l'étude. Vous voyez, donc il y a un problème de consentement, ou plus exactement d'intelligibilité, littératie, comme on dit maintenant, du consentement, qui est très important. Et puis, ce qu'on attend surtout, c'est que ces entrepôts de santé puissent nous donner réellement des données, des valeurs sur les impacts sur la vie réelle des patients. Ça, c'est bien d'avoir des trucs sur la réduction ou la non des tumeurs, mais qu'est-ce qui est devenu le patient? Comment il a supporté les traitements? Tout ça. Le problème, voilà, c'est que c'est les PREMS, et qui pour le moment ne sont pas. C'est des entrepôts de santé en ambulatoire pour le coup, puisque non, là en l'occurrence, c'est pas seulement, c'est que les critères aillent sur des critères qui soient peut-être un peu moins scientifiques. C'est ce qu'on appelle les PROMS. Et plus sociologiques, quoi. Voilà, et sur la qualité de vie, les indicateurs de qualité de vie soient systématiquement inclus dans les données de santé. Parce que le professeur Vibert disait tout à l'heure, en chirurgie, c'est facile de voir le résultat. Bon, c'est facile de voir le résultat pendant la phase hospitalière ou immédiatement. Mais après, c'est très important d'avoir le suivi. Ouais. Voilà. Merci Jean-François, c'est limpide. Merci. C'est limpide et il fallait qu'on entende tout ça, me semble-t-il.
Ah si, un point Oui, dont vous n'avez oui, bien absolument sûr. pas parlé, Ah. et qui pourtant nous paraît absolument fondamental pour l'avenir de la recherche, c'est les données générées par les objets connectés. Dans un certain nombre de domaines, ça va révolutionner à la fois les notions de diagnostic thérapeutique, mais aussi de cible thérapeutique. Si je prends deux exemples simples, qui sont la glycémie avec les lecteurs ou l'hypertension artérielle, aujourd'hui on le fait de manière casuelle ou par l'automesure, tous ces appareils vont générer des données qui vont peut-être complètement modifier notre approche de ces maladies. Et ça, il faudrait qu'il y ait un système qui permette de rendre interopérable l'ensemble de ces données pour être colligées et pour qu'on puisse en faire des analyses à la fois prospectives, pronostiques et thérapeutiques.